Bonjour, je n'ai pas publié autant de vidéos que d'habitude récemment, et il y a une bonne raison à cela. En gros, j'ai travaillé sur quelque chose d'important. Je vous en dirai plus dans un instant. Je voulais aussi évoquer des outils et accessoires d'atelier, ce sera le sujet de cette vidéo. D'abord, parlons de Rutland. J'ai publié une vidéo comparant deux sailles sur table abordable, Rutland et Evolution. Ceux qui ont vu cette vidéo savent que j'ai relevé des problèmes de sécurité sur la scie sur table Rutland. Le principal problème concerne le protège-lame fourni avec la scie, qui entre en contact avec la lame lorsque le couteau diviseur est réglé dans sa position la plus basse. Je trouvais que ce protège-lame était mal conçu et risquait de blesser gravement. Après avoir publié cette vidéo et lu vos commentaires, il était clair que je n'étais pas seul à le penser. Et ça me trottait dans la tête que quelqu'un pourrait potentiellement se blesser gravement s'il faisait la même erreur que moi. Donc, je me suis dit que si je pouvais faire quoi que ce soit pour aider à éviter cela, je devais agir. J'ai donc contacté Rutland avant d'agir. En consultant leur scie sur table sur leur site, j'ai remarqué un détail qui m'a encore plus inquiété. Les images et vidéos promotionnelles montraient la scie sur table avec le couteau diviseur réglé au plus bas et le capot de protection en place. Installer la scie en suivant uniquement les images ou vidéos du site sans lire les manuels peut causer de sérieux problèmes. Outre mon inquiétude pour le capot de protection, plusieurs commentateurs ont signalé que leurs avis négatifs sur Rutland n'étaient jamais publiés. J'ai écrit à Rutland pour exprimer mes préoccupations. Ils ont organisé un appel pour en discuter. Avant de poursuivre, je précise que je ne veux pas dénigrer Rutland. De la même manière, je n'essaie pas non plus de les promouvoir d'aucune façon. Je veux simplement vous donner l'information pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. La scie sur table Rutland, d'ailleurs, est la seule expérience que j'ai avec les outils Rutland. Je n'ai jamais utilisé aucun de leurs autres outils. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience avec Rutland. Et par conséquent, je ne veux pas porter de jugement dans un sens ou dans l'autre. Concernant le problème du protège-lame, j'ai quelques mises à jour à vous donner. Premièrement, la scie est certifiée conformité européenne, elle a passé le processus de test, et elle est conforme à toutes les réglementations nécessaires. Ils ont aussi confirmé avoir demandé à leurs prestataires de refaire toutes les photos et vidéos marketing avec le couteau diviseur en position haute. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, ces mises à jour devraient déjà être effectuées, donc c'est vraiment une bonne nouvelle et bravo à Rutland d'avoir corrigé cela. Ils ont ajouté dans leur manuel que la scie ne doit pas être utilisée sans couteau diviseur. Lors de notre appel, ils ont évoqué la position basse, dite de transport, et vont l'ajouter aussi sur leur site web. Ils vont également apposer une étiquette sur la scie, indiquant que les utilisateurs doivent lire entièrement le manuel avant d'utiliser la scie. Et lorsque je leur ai parlé, j'ai mentionné le fait que tout le monde ne lit pas les manuels. J'ai tendance à ne consulter les manuels que s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Mais quoi qu'il en soit, ils sont confiants d'avoir fait ce qu'il fallait pour que ce soit clair pour les utilisateurs et conforme à la réglementation. Ils ont expliqué qu'ils ont envoyé quelques protège-lames de rechange aux utilisateurs, mais que, à leur connaissance, il n'y a pas encore eu d'accident. Donc c'est rassurant à entendre maintenant. Ce n'est pas la réponse attendue. J'espérais qu'ils amélioreraient le protège-couronne, mais c'est rassurant de voir qu'ils prennent cela au sérieux et apportent des changements après en avoir parlé. J'ai évoqué le jeu latéral du moteur et du boîtier de la lame, me demandant s'il venait de l'absence de démarrage progressif du moteur. Donc, je me demandais si ce choc qui se produit lorsque la scie est mise sous tension aurait pu faire en sorte que cette vis de pression se desserre. Je ne suis pas le premier à soulever ce problème. Il est mentionné dans une critique en ligne. Rutland a confirmé qu'ils l'examinent avec leurs ingénieurs produits. Ils prévoient aussi d'ajouter un moteur à démarrage progressif et une plaque d'insertion en métal améliorée. Il est donc possible que ces éléments soient inclus dans les futures versions de la scie. J'ai aussi interrogé sur les allégations de non-publication des avis négatifs clients sur le site de Rutland. Ils ont confirmé qu'ils utilisent plusieurs plateformes d'avis en ligne pour recueillir des avis, comme par exemple Trustpilot et Google, et qu'ils n'ont aucun contrôle sur les avis qui apparaissent sur leur site web. Ils affirment prendre leur réputation très au sérieux et refusent toute implication répréhensible. Ils précisent aussi que les avis sur leur site sont classés du meilleur au pire. Et il se peut que les personnes ayant laissé des avis négatifs n'aient pas vu leur avis apparaître. Ils ont peut-être pensé que les avis étaient triés du plus récent au plus ancien. Voici les infos reçues. L'appel avec Rutland s'est bien terminé. Pour être honnête, je suis surpris qu'ils aient même pris le temps de me parler, étant donné que je n'étais pas particulièrement positif en évaluant leur table. Si. J'ai dit pendant l'appel que je regardais leur ponceuse type Mercadros sortie récemment, et ils ont proposé de m'en envoyer une.
Pour moi, cela montre qu'ils ont confiance en leurs produits. On verra le résultat. J'ai fini depuis quelques mois le projet partagé de mon frère, Stroke, une sorte de maison d'été. Et après avoir passé un peu de temps assis là-dedans sur le canapé à l'ombre, lors d'une journée très chaude, franchement, je suis jaloux. Ma mère et mon père ont aussi une maison d'été, et ils y passent beaucoup de temps les jours ensoleillés. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup ici au Royaume-Uni, mais c'est vraiment agréable d'avoir ce genre d'espace. Maintenant, je veux en construire une pour ma famille pour rendre le projet plus intéressant. Je me suis lancé un défi. Réaliser tout le projet uniquement avec des matériaux récupérés, fidèles à l'esprit de cette chaîne. Nous avons déjà une pergola que j'ai construite il y a quelques années, idéale le matin, mais en plein soleil le reste du temps. Ce n'est pas non plus un espace vraiment adapté aux enfants, donc le petit Brown ne peut pas encore l'utiliser. Et dans le reste du jardin, il n'y a pas vraiment d'endroit où se réfugier quand on veut un peu d'ombre. Alors j'ai commencé à réfléchir à l'endroit où je pourrais le construire. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir un jardin aussi grand avec des zones comme celle-ci qui sont inutilisées, et ce serait un endroit sympa. Comme vous voyez, c'est en plein soleil, où cette zone en haut du jardin, avec vue sur les champs, serait magnifique mais un peu trop éloignée de la maison pour être pratique. Si vous avez remarqué cela, vous n'êtes pas censé le savoir pour l'instant. Attendez 2 à 3 ans. Continuez à suivre cette chaîne pour en savoir plus. Au lieu de choisir la facilité, j'ai décidé de le placer ici. J'ai donc beaucoup de jardinage et d'aménagement à faire. Beaucoup de ces arbres et arbustes ne nous intéressent pas. Mais comme je ne suis pas doué en jardinage, on verra comment ça ira. Je pense que ce sera agréable d'avoir la maison d'été en pleine nature. Ces derniers mois, j'ai récupéré beaucoup de bois et de matériaux, avec des trouvailles très chanceuses. Et la raison pour laquelle je n'ai pas publié aussi fréquemment, c'est parce que j'ai essentiellement construit tout le bâtiment sous forme de kit, prêt à être assemblé. Je ne vais probablement pas faire ça avant février ou mars de l'année prochaine. C'est surtout parce que ces arbustes et arbres derrière moi seront plus faciles à enlever. Vers le milieu ou la fin de l'hiver, il n'y aura pas de commande de bois à passer, ni de milliers ou même de centaines de livres à dépenser. Ce projet est déjà très chronophage, mais ce bâtiment sera unique avec des caractéristiques intéressantes. J'ai hâte de commencer. Les spectateurs savent que je n'utilise pas les gabarits, ces gadgets encombrants rarement utiles dans l'atelier. Mais de temps en temps, je tombe sur quelque chose de vraiment trop bien et utile pour ne pas l'avoir. Le premier, c'est ce gabarit pour fabriquer des tourillons, dont Bish Bash Bosh a fait une vidéo sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Je trouve que quand j'ai besoin d'un tourillon d'une taille précise, soit je n'en ai pas, soit je n'en ai pas assez. Et ça me permet d'en fabriquer moi-même très rapidement et facilement. Dotée d'une lame en carbure, elle reste affûtée longtemps et il suffit de la tourner si elle s'émousse. Je l'ai déjà utilisée souvent et dans la vidéo de Bish Bash Bosh que j'ai citée, il explique comment l'utiliser. Avec ça, une douille universelle est vraiment ingénieuse. J'adore. Le deuxième gabarit est idéal pour percer à 90 degrés sans perceuse à colonne. Souvent, il est plus simple d'amener la perceuse à la pièce. Cela permet de percer des trous de 4 mm jusqu'à 12 mm, et ces bagues à l'intérieur servent simplement à guider le forêt pour qu'il reste bien droit. C'est vraiment un accessoire très pratique à avoir. Je mets des liens ci-dessous. J'ai récemment testé les nouveaux disques de ponçage Merkur. Les Ultimax Lignio ont été spécialement conçus pour poncer le bois. Je voulais comparer les performances avec mon disque préféré, le 3e Extract, qui, selon moi, dure bien plus longtemps que les autres disques testés. J'avais de grands espoirs, car le marketing promettait une coupe agressive. Il fonctionne bien sur bois propre, mais dure de moins longtemps que les 3e Extract. Selon mon expérience, je n'ai pas effectué de test approfondi. Mais quand j'ai décidé de donner une nouvelle surface à mon établi il y a quelques mois, j'ai choisi de faire la moitié avec l'Ultimax Lignio et l'autre moitié avec le 3e Extract. Ce n'est qu'en regardant ces images que j'ai découvert à quel point les disques 3e Extract étaient plus rapides. Je pense que cela vient principalement du fait que l'Ultimax Lignio a tendance à s'encrasser alors que les disques Extract restaient assez propres. Ceux-ci semblent aussi être un peu plus durables que les Extract. À mon avis, les disques Extract sont assez durables pour mes besoins. Comparés, ils coûtent à peu près pareil selon le lieu d'achat. Je vais donc rester sur les 3M. Un ajout très utile à l'atelier a été cet objet trouvé dans mon centre de recyclage local. Si, comme moi, vous avez des plafonds hauts et des affaires en hauteur, je fais simplement rouler l'échelle où il faut grâce aux roulettes, puis je l'utilise pour attraper des objets. Grâce à son joint en caoutchouc dessous,
Il est stable et bien plus pratique qu'un escabeau à transporter. N'ayant jamais eu de tabouret dans l'atelier, c'est agréable d'avoir enfin un siège. Je vous mets un lien ci-dessous. J'ai récemment fait une vidéo sur cette scie à ruban et je dois maintenant l'adapter à l'aspirateur, car le manuel interdit de l'utiliser sans aspiration. Sur mon ancienne scie à ruban, je ne l'avais jamais branchée. J'ai donc deux options, acheter un aspirateur à poussière ou trouver un endroit proche pour l'installer. Ma préoccupation principale est de trouver un aspirateur avec assez de débit d'air. Un extracteur haute volume basse pression est indispensable, contrairement à un aspirateur classique, et même les modèles Muro restent volumineux. L'autre option serait d'installer des conduits dans mon atelier, depuis mon extracteur de 2 chevaux jusqu'à la scie à ruban. Et ça pourrait aussi être un défi, car la longueur de conduit serait assez importante. Donc, je ne suis pas sûr que cela fournirait non plus un débit d'air suffisant. Une troisième option serait de complètement réorganiser l'agencement des machines dans mon atelier. Donc, je vais devoir m'asseoir et faire quelques croquis pour voir si je peux trouver un agencement qui justifierait tout ce travail et ces efforts. J'ai aussi fabriqué un support mobile pour elle, même si elle a déjà un support mobile intégré. Mais je n'étais pas vraiment fan de celui-ci. J'ai ajouté cette barre en aluminium juste pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Avoir 2 scies à ruban dans l'atelier est un vrai luxe. J'ai mis une petite lame sur l'ancienne pour les courbes et une grande lame sur la Lumberjack. Honnêtement, je ne peux pas garder 2 machines, donc je dois me séparer de celle-ci. Cela signifie aussi que je vais perdre mon espace de rangement avec 3 tiroirs remplis de boulons, vis, écrous et autres quincailleries. Comme je suis un peu accro aux tiroirs, j'ai réussi à intégrer un tiroir dans le bas du support mobile que j'ai fabriqué. Peu profond, mais idéal pour stocker les lames de scie à ruban. Mais je me suis rendu compte que la solution ultime était d'en obtenir un autre. Et quand j'en ai vu un en ligne à bas prix, je n'ai pas pu résister. Celui-ci aura apparemment quelques dégâts, mais cela ne me dérange pas. Voici les dégâts. Je pense pouvoir redresser ça. Les tiroirs Bisley sont très pratiques pour moi, et ce n'est pas sponsorisé. Ils me rendent vraiment très heureux, surtout quand le dessus sera vert. Je voulais te chanter une chanson. Je vais aussi ajouter un peu de vernis. Je pense que ces tiroirs vont bien me servir, et toi, tu en penses quoi? Je les ai tous remplis, oh là là! Je pensais qu'il m'en resterait des écrous, boulons, rondelles, vis, dominos, cadrans, abrasifs. J'aimerais vraiment en avoir un ou deux de plus, mais je suppose que je vais juste en faire 2.